Ok, très bien, bon, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Global Exam, ce nouveau webinaire. Donc, je suis Baptiste Lavie, référent éducation au sein de Global Exam, et avec moi, je vous présente Nathan. Nathan Barbier. Je travaille en binôme avec Baptiste sur l'éducation. Donc, on est heureux de vous présenter un peu tout ce qu'on a découvert sur le décret et les conséquences qu'elle aura. Exactement, bon, on est séparés avec Nathan, mais on est bien dans les mêmes locaux. Au vu de la situation, on ne pouvait pas être à côté pour échanger avec vous. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la certification obligatoire en anglais. On va vous donner quelques pistes, quelques éléments de réponse sur ce que va imposer l'État à partir de cette rentrée. Donc on va vous effectuer cette présentation et puis en fin de présentation, on aura un moment où on pourra répondre à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser le chat que vous avez sur votre droite, je pense, pour indiquer vos questions. Et puis, on vous proposera également des sondages à différents moments de notre présentation. Ok, c'est parti. Hop. À partir du début, c'est mieux. Ok, donc dans un premier temps, on va analyser quels sont les objectifs de la certification obligatoire en anglais et quels sont les étudiants concernés. Ensuite, on verra quelles sont les certifications, les potentielles certifications qui peuvent être imposées par l'État et quelles sont les conditions de passage. Ensuite, on verra quels sont les bénéfices de la certification de langue pour vos étudiants. Et enfin, on terminera avec la préparation de vos étudiants sur ces tests, comment vous pouvez vous adapter et adapter vos formations. Donc, premièrement, quels sont les objectifs et qui sont les étudiants concernés? Aujourd'hui, on peut analyser que la certification obligatoire en anglais est déjà présente dans bon nombre d'établissements. Des milliers d'étudiants passent une certification en anglais chaque année, notamment dans les écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs qui sont accréditées par la CTI. Les étudiants doivent certifier un niveau B2 en anglais pour valider leur diplôme, notamment sur le TOEIC. On remarque que c'est le test le plus présent dans les écoles d'ingénieurs, où les étudiants doivent valider le niveau B2 avec un score de 785. Après, ça peut varier en fonction des écoles, mais le test le plus présent, quand même le TOEIC. Dans les écoles de commerce également, on remarque que la certification obligatoire se démocratise de plus en plus dans les écoles accréditées, qui demandent le passage d'une certification en anglais pour la diplomation. Et on retrouve également la certification obligatoire dans des IUT, dans des IEL. Quels sont les étudiants concernés? Donc, à partir de cette rentrée, sur l'année scolaire 2020-2021, sont concernés les licences langue et littérature, donc littérature et civilisation étrangère et régionale, les LEA, les lettres et double mention avec une majeure en langue anglaise, les BUT, les DUT vont devenir des BUT prochainement, la gestion logistique en transport, information communication, technique de co, métier du multimédia et de l'Internet et de qualité, et logistique, industrielle et organisation. Et enfin, toutes les licences professionnelles. Et à partir de la rentrée scolaire 2021, sur l'année scolaire 2021-2022, toutes les autres filières, les licences, les BTS et les BUT. Donc maintenant, on va plutôt passer à quelles sont les potentielles certifications lors de l'année prochaine, les conditions de passage et aussi le financement. Donc ici, vous voyez les grandes catégories de tests qui répondent à la définition du décret. Donc une évaluation externe reconnue au niveau international par le monde socio-économique. Donc on a 4 grands groupes qui proposent déjà des tests. Donc on a ETS qui est un peu le plus connu avec le TOEIC et le TOEFL ITP et IBT. On a aussi les tests du Cambridge, donc anciennement BULAT, mais maintenant le LinguaSkill général ou business, le B2 First et le C1 Advanced. On a aussi les tests IELTS académique ou général du groupe British Council et les Bright English, qui est un test un peu pour les plus jeunes. Donc aujourd'hui, on n'a pas de niveau requis pour la validation d'un diplôme, mais on doit quand même se certifier. Donc je vais mettre en place un petit sondage pour savoir quels sont les tests que vous privilégiez déjà, si vous préparez certains à des tests, et quel serait pour vous le test le plus adapté cette année pour le passage du test. Donc, vous pourrez plus répondre normalement sur votre droite au test. Vous n'avez pas encore répondu. Ouais. Le sondage.
Hop. Voilà, vous pouvez répondre à partir de maintenant. Donc, on voit le TOEIC pour l'instant qui ressort clairement. Vous avez aussi pas mal d'IELTS, du LinguaSkill en petite minorité, mais on le retrouve quand même. Principalement quand même le TOEIC. Donc là, on est à 80% de TOEIC, du LinguaSkill et IELTS au même niveau, à 10% chacun. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas encore d'informations sur un potentiel de score ou un niveau CECRL qui va être demandé via cette certification obligatoire. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Si vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat, qu'on puisse les voir en fin de présentation. Je pense que Nathan va pouvoir terminer le sondage. Donc, on peut voir qu'il y a 82-84% d'entre vous qui favorisent le TOEIC. On a également l'IELTS, un peu de LinguaSkill, très peu de TOEFL, B2 First ou autre. Ok. Bon, bah, je vais terminer le petit sondage et puis on va passer à la suite sur le financement du coup, de la certification. Donc, il a été voté dans la loi de finances 2020 que le premier passage au test sera financé par l'État. On le retrouve dans le volet vie étudiante. Par contre, si les étudiants doivent repasser cette certification pour répondre à leur projet professionnel ou personnel, là, libre à vous de choisir de payer une seconde fois le test ou à la charge de l'étudiant. Vous pouvez même aussi trouver un entre-deux avec des partenariats. Voilà. Dans la plupart des établissements, aujourd'hui, le premier passage est financé par l'école, le second est à la charge de l'étudiant. Après, ça peut varier. Après, du coup, comment organiser le passage de ce test? On a 4 grandes solutions qui s'offrent à vous. Donc, le premier, c'est de solliciter le centre de langue. Donc, on le retrouve maintenant dans toutes les universités, mais certaines écoles, établissements ont un centre de langue à disposition. Vous pouvez aussi collaborer avec l'organisme certificateur, organiser plusieurs journées dans l'année afin que vos étudiants se retrouvent dans le même centre de passage pour passer le test. Vous pouvez aussi devenir un centre agréé, donc former une ou plusieurs personnes au sein de votre établissement pour réaliser ces certifications en interne, ou vous pouvez laisser le libre choix à vos étudiants de passer le test dans un centre de passage près de chez eux à n'importe quel moment de l'année. Enfin, on verra le bénéfice pour vos étudiants, puisque comme Baptiste l'a dit précédemment, on a déjà des milliers d'étudiants qui se préparent chaque année au test. Aujourd'hui, 60 000 étudiants français partent en Erasmus, d'où l'importance de certifier son niveau. Mais on a aussi différentes raisons pour effectuer un stage à l'étranger, faire une VIE. On retrouve par destination privilégiée des étudiants des tests qui seront plus ou moins reconnus. En Australie, on a une préférence pour l'IELTS avec une note sur 9, mais on a aussi du TOEFL avec un 90 sur 200. Mais cette fois-ci le IBT. À l'Uni, on va préférer les tests du Cambridge niveau C1. On a aussi, comme deuxième principale raison, l'employabilité. Donc aujourd'hui, 70% des entreprises reconnaissent l'importance du multilinguisme au sein de leur entreprise. Dans les achats, dans la communication et même dans la recherche et développement, là, on a un petit peu moins de présence de l'anglais, mais on le retrouve quand même. C'est aussi important de justifier et de certifier un niveau au moment de l'embauche. En France, 3/4 des cadres ont dû parler anglais lors de l'entretien d'embauche. Et voilà. Ok, donc maintenant on va voir comment vous pouvez vous adapter vos formations, bien entendu, et préparer les étudiants dès cette rentrée. Donc avant de se lancer dans la préparation à un test de langue, il est important de comprendre quelles sont les exigences du test. Donc, quels vont être les points à travailler? Est-ce qu'on va travailler plutôt sur la compréhension écrite, compréhension orale, de l'expression écrite ou de l'expression orale? Est-ce qu'on va travailler du vocabulaire professionnel ou plutôt du vocabulaire de la vie courante? En comprenant le format et la structure d'un test, ça va permettre d'éviter ces pièges. Et bien entendu, à la suite, on va pouvoir se fixer un objectif. L'étudiant va pouvoir se fixer un objectif de score ou niveau CECRL. Comme l'a indiqué Nathan tout à l'heure, aujourd'hui, l'État n'impose pas encore d'objectifs sur un score ou sur un niveau CECRL. Mais il est important pour l'étudiant de se fixer son propre objectif
afin de booster sa motivation et puis d'évaluer sa progression du début à la fin de l'année. Ensuite, il faudra choisir sa préparation. Aujourd'hui, des établissements préfèrent que les étudiants s'entraînent en autonomie via leurs propres ressources, après les cours par exemple, et ne pas avoir forcément de suivi personnalisé. Et d'autres établissements préfèrent avoir une pédagogie qui est de travailler la préparation au test de langue en complément des cours en présentiel et qu'un enseignant puisse suivre l'assiduité, les résultats, les progressions et mettre en place des outils pédagogiques. Ensuite, il faudra cibler les besoins. Donc, comment on peut cibler les besoins? On peut imaginer par exemple un test de langue qui redirigera les étudiants vers des groupes de niveau, vers des parcours de niveau. On peut également mettre en place des examens blancs à différents moments de l'année afin d'identifier le niveau à instant T pour ne pas avoir de surprise le jour J. Et puis, évaluer les progrès. Alors, on peut évaluer les progrès avec tout un panel d'outils, ça peut être des reportings, ça peut être des cours en présentiel. Et puis, comme je l'ai indiqué juste avant, le fait de mettre en place des examens blancs est un vrai plus pour analyser le score, le niveau CECRL des étudiants avant de se lancer le jour J. Donc ici, on a listé les principales solutions qui sont à votre disposition, les principales ressources, avec leurs avantages, leurs inconvénients. À la suite de cette slide, je mettrai en place un sondage où vous pourrez m'indiquer la solution que vous préférez. Donc, on retrouve bien entendu les livres et les annales d'examen. Le vrai point positif va être la fiabilité, avec des annales d'examen officielles que l'on retrouve dans les différentes bibliothèques, par exemple. Le point négatif va être l'accompagnement, puisque quand un étudiant est sur un livre, l'enseignant aura beaucoup plus de mal à suivre sa progression et puis son score au test, par exemple. Les cours en présentiel, le vrai point positif va être la pédagogie, avoir un enseignant qui suit sa progression, qui met en place des exercices personnalisés en fonction des différentes parties, qui donne les bons conseils, les bonnes astuces pour éviter les pièges, c'est un vrai plus. Après, il y a une contrainte de temps, puisque la préparation à un test de langue, c'est du bachotage, ça va prendre du temps sur la partie présentielle et travail de l'oral notamment. Les organismes de formation, aujourd'hui, il existe des organismes de formation qui sont spécialistes de la préparation au test. Néanmoins, ça a un coût d'envoyer des étudiants dans un organisme de formation. L'e-learning, le vrai point positif des outils e-learning va être le contenu, parce qu'on retrouve des contenus qui sont variés, du contenu qui est adaptatif, notamment via des tests de positionnement ou des examens blancs. Également l'autonomie. On sait que les étudiants pourront, grâce à un outil e-learning, s'entraîner où ils le souhaitent sur le support de leur choix. Néanmoins, on sait aussi que quand un outil e-learning est utilisé par des étudiants sans réel suivi d'un enseignant derrière, la plateforme est beaucoup moins utilisée que justement quand elle est utilisée en blended learning. On va retrouver les mêmes points positifs que sur l'outil e-learning, avec en plus l'optimisation du temps, notamment pour l'enseignant, qui va pouvoir, via un outil e-learning, identifier rapidement les points qui font défaut, les lacunes et les retravailler dans son cours. Point négatif, ça va être le coût, parce que voilà, c'est un coût en plus pour l'établissement. Je vais lancer le sondage. Vous allez pouvoir nous indiquer quelle solution vous préférez et quelle solution vous préférez mettre en place au sein de votre établissement. Donc, c'est lancé. On va pouvoir analyser le retour. Donc là, on a du blended learning, des cours en présentiel principalement, du e-learning, peut-être plutôt de façon autonome pour l'étudiant. Voilà, ça varie 50-50 entre cours et présentiel et blended learning. C'est le retour également qu'on a de notre côté, donc ce n'est pas étonnant. Il y a quand même de l'e-learning où laisser justement l'autonomie aux étudiants de travailler comme ils le souhaitent le test. C'est aussi une solution viable. Voilà, donc on a 50-50, cours présentiel, blended learning et un peu de e-learning quand même. On va terminer ce sondage et puis on va passer à la fin de cette présentation. On va se pencher d'un peu plus près sur Global Exam. Alors, certains d'entre vous nous connaissent déjà, peut-être que d'autres nous découvrent. Il faut savoir qu'on existe depuis 2013. Donc, aujourd'hui, on est le leader de la préparation au test de langue. On propose 5 langues, dont l'anglais, 32 certifications, dont 17 en anglais. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la décision de l'État concernant la certification de langue qui sera choisie. Dans tous les cas, elle fera partie
du panel de tests que l'on propose. Donc, sur notre plateforme, on va retrouver des examens blancs en conditions réelles. Par exemple, pour le TOEIC, on en retrouve 30, que vous pouvez même dispatcher à différents moments de l'année, ce qui peut être intéressant pour identifier le niveau de vos étudiants. Des exercices découpés par partie, la possibilité de travailler les différentes parties du test, et puis des fiches de révision qui sont liées à chaque question. Ça, c'est intéressant pour des étudiants qui ont un niveau plutôt bas, qui souhaitent revoir des bases. On a également des tests de positionnement adaptatifs qui, en 20 minutes, vont identifier le niveau des étudiants et les rediriger vers soit un groupe, soit un parcours adapté à leur niveau. Et puis, des statistiques. Alors, les statistiques, elles sont disponibles pour l'étudiant. L'objectif, c'est de faire de l'autocorrection, qu'il puisse rapidement identifier sous forme d'entonnoir ses lacunes et les points à travailler. Et bien entendu, ces statistiques, elles sont disponibles pour l'enseignant. Parce que la plateforme peut s'utiliser soit en autonomie, soit en complément des cours en présentiel. Et pour cela, on a une équipe d'une quinzaine de personnes qui accompagnent des centaines d'enseignants chaque année sur la mise en place d'outils pédagogiques. Donc, ça peut être la création de groupes, ça peut être la mise en place de parcours avec un système de notation qui peut être basé sur de l'assiduité, sur le score moyen des étudiants. On peut mettre en place des reportings qui arrivent automatiquement sur votre boîte mail à différents moments de l'année. Ça peut être par semaine, par mois. Donc voilà, il y a tout un panel d'outils pédagogiques qui sont disponibles. Bien entendu, on vous accompagne à les mettre en place et on peut même se greffer à votre espace numérique de travail, votre LMS. Ça a été un besoin fort pendant la période notamment de confinement. Le fait d'avoir Global Exam sur votre espace numérique de travail, comme Blackboard, comme Moodle, pour que l'étudiant puisse facilement se connecter. Voilà. On va terminer cette présentation par un moment d'échange. Je pense qu'il y a déjà des questions. On va aller les chercher et puis on va essayer de vous répondre. N'hésitez pas à nous donner des informations si vous en avez sur la certification obligatoire en anglais. Peut-être que vous avez des réponses également à nous apporter parce que c'est vrai que le décret est sorti en avril, mais aujourd'hui, on a encore pas mal de questions sur ce qui va être mis en place. On a essayé de vous donner quelques pistes de réponses. Donc, est-ce que la conférence est enregistrée? Oui. On pourra vous envoyer un lien de rediffusion et puis on pourra également vous envoyer le PowerPoint. Il y a Véronique Dumont là, qui demande si les BTS SEO ne sont pas concernés cette année. Alors non, du coup, pas cette année, ce sera plus sur l'année d'après. Même si certains établissements préfèrent préparer dès la première année leur BTS, vu que les examens se retrouvent tous en deuxième année. Donc même si ce n'est pas obligatoire, la plupart des certifications ont une validité de plusieurs années. Ok, on a également une remarque d'Isabelle Chabrier. L'ISUP a fait la demande concernant un niveau minimum attendu, B1 ou B2 par exemple, au rectorat. Le rectorat nous a répondu ne pas avoir de réponse à nous transmettre à ce jour, la semaine dernière. Ok, bon, bah, ça nous rassure parce qu'on n'a pas trouvé de réponse également à cette question tout récemment. Peut-être que ça arrivera au courant du mois de septembre, au courant du mois d'octobre. Il n'y a pas encore d'informations à ce sujet. Il y a pas mal de remarques sur notre connexion Internet. On est désolé que c'est coupé, que le son a été souvent haché. J'espère que vous avez quand même pu nous suivre. Alors, les BTS ont l'obligation de certifier dans l'année scolaire 2020-2021. Non, 2020-2021. Ouais, c'est ça. L'État, Virginie Côte qui nous pose une question. L'État dit qu'il va financer le premier passage. Tous les établissements sont-ils éligibles? Selon le décret, oui. Je pense qu'il n'y a pas d'établissement qui est éligible et d'autres non de par le décret. Martin Cour, il y a un appel d'offres en cours pour que l'EDNAT choisisse le test à financer. L'éducation nationale. Depuis février, pas de nouvelles. Oui, effectivement, on a eu vent de cet appel d'offres. On n'a pas de nouvelles de notre côté non plus. On a eu l'information comme quoi il y avait bien entendu ETS, avec le TOEIC par exemple, TOEFL. Ok. Oui, ce sera sur le TOEIC, si c'est le TOEIC, ce sera la partie compréhension écrite, compréhension orale. Ça, c'est la partie du TOEIC qui est passée en France.
dans 98% des cas. L'expression écrite et l'expression orale plutôt à l'international. Absolument toutes les licences pro sont concernées par la certification obligatoire. Question de Brigitte Aberlein. Oui, selon le décret, toutes les licences pro sont concernées. Alors, qu'en est-il de la prise en charge du premier test pour les étudiants dans des établissements privés sous contrat? Alors, vu qu'ils sont soumis au décret, oui, ils seront du coup financés par l'État, normalement. Que ce soit dans les établissements publics ou privés, les BTS seront concernés. Alors, Marie Puyalt. Le rectorat de Bordeaux a informé pour les BTS que ce sera le rectorat du coup qui va organiser le passage de la certification. Ah, bon, bah ça peut se faire, oui. Ouais, c'est une bonne information. Peut-être que vous pourrez nous donner par la suite plus d'informations pour se renseigner de notre côté, savoir est-ce que le rectorat prend en charge également, en plus du financement, vous donne des clés pour faire passer les étudiants. Comme l'a indiqué Nathan, souvent les étudiants passent le test dans des centres de langue, dans les établissements directement, puisqu'aujourd'hui de plus en plus d'établissements sont centres de passage. Donc pour ça, il faut qu'un enseignant soit formé à faire passer le test, à le surveiller notamment. Puis il y a aussi le passage à distance qui a été mis en place pendant la période de confinement, notamment par ETS. Est-ce que vous avez peut-être des retours à nous faire? Peut-être que certains d'entre vous ont fait passer un test à distance via la surveillance d'ETS. La certification ne concerne que l'anglais ou d'autres langues? Alors, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Il n'y a pas de score prévu. Oui, on l'a précisé précédemment qu'il n'y avait pas de score prévu pour le moment. On verra par la suite si ça peut être modifié aussi. Alors, pourquoi le formateur, question de Brigitte Aberlein, n'a-t-il pas accès aux détails des résultats pour des raisons de confidentialité? Je pense que vous parlez peut-être des résultats sur Global Exam. Donc, il faut savoir que sur Global Exam, on a deux statuts, le statut administrateur et formateur. L'administrateur va pouvoir créer des groupes, y associer des formateurs, et le formateur a accès aux statistiques. Logiquement, vous pouvez avoir accès à toutes les statistiques qui sont liées à votre groupe. Marie Lorvive, nous avons différents BTS avec des niveaux différents. On ne peut pas atteindre le même niveau. Oui, mais je pense que c'est pour cela que l'État n'imposera pas de niveau CECRL, puisque que ce soit dans les BTS ou dans d'autres formations, les étudiants ont des niveaux vraiment hétérogènes. C'est compliqué de leur demander à tous d'atteindre le niveau B2, par exemple. Par contre, le fait déjà de passer une certification de langue, je pense que ce sera un plus, peu importe leur niveau, même si voilà, le mieux, c'est d'avoir le niveau, le score le plus haut possible. Pensez-vous que les étudiants auront le choix de la certification? Ça, on ne le sait pas encore. Une certification peut être imposée par l'État. Ce sera peut-être plusieurs certifications. On n'a pas encore d'informations à ce sujet, malheureusement. C'est une question qu'on nous pose très souvent. Ok. Quelle incidence sur l'obtention du BTS? Alors, il faudra certifier un niveau de langue, un niveau d'anglais, mais après, il faudra juste passer pour l'instant la certification sans avoir de niveau requis. Donc, il y aura l'incidence, il faut juste vraiment qu'elle soit passée, mais il n'y aura pas d'incidence sinon sur l'obtention du BTS. Voilà. Les étudiants auront juste à passer un test de langue, mais voilà, il n'y a pas de score ou de niveau qui est demandé des informations que l'on a actuellement. Pour tous les types d'établissements privés publics, oui. L'appel d'offres concernait probablement l'équipement des lycées publics pour la préparation et pas les organismes privés. OK. On n'avait pas cette information, donc ça, c'est bon à savoir. Prise en charge dans les CFA, centres de formation des apprentis.
Logiquement, si vous avez des BTS dans vos CFA, oui. Ça, c'est vrai que on échange avec des CFA tous les jours. C'est une information qui est pas vraiment remontée dans ces établissements. Le fait que les BTS vont devoir passer une certification de langue. Mais oui. Le test ETS proctoré marche bien s'il n'y a pas de coupure de réseau. Parfois, l'attente des résultats peut être longue. C'est le retour qu'on a eu également. Le fait d'avoir une bonne connexion Internet, c'est important. Et puis, d'être dans de bonnes conditions pour réaliser le test. Et l'attente des résultats peut être longue. La plupart du temps, c'est 2 semaines pour avoir son résultat quand on passe le centre de passage. Ça, c'est une moyenne. Peut-être que c'est plus long en passant par le système proctoré. Nathan, tu as une réponse peut-être sur ce sujet? Non, j'ai pas plus de nouvelles que toi. Moi, je sais que ça a été parfois long, surtout parce que tout le monde essayait de passer en même temps. Parfois, les corrections ont dû prendre du temps, surtout que c'était un peu nouveau pour ETS de faire passer à distance. Donc, au lancement de certaines activités, on a eu parfois quelques soucis techniques qu'on n'attendait pas, quoi. Alors, pour les questions, pour les établissements privés hors contrat, le premier test est pris en charge par qui? Alors, si vous avez des BTS, si vous avez des licences, des BUT, en tout cas toutes les formations qui sont concernées, le test est pris en charge par l'État. Ça, c'est ce qu'on a pu analyser dans le décret. Pour la loi de finances 2020. Exactement. Et pour les étudiants qui ne font pas du tout anglais, ça, c'est une bonne question. Là, je pense qu'il va falloir s'y mettre si vous souhaitez assurer leur diplomation. C'est vrai que ça concerne des établissements. Alors après, vous pouvez leur proposer à ces étudiants des ressources qu'ils vont pouvoir utiliser de manière autonome si les enseignants n'assurent pas en cours, en présentiel, des cours d'anglais. Ça peut être la solution. Et derrière, leur proposer une formation, leur proposer un vrai parcours pour qu'ils puissent passer le test le jour J, ne pas être surpris par son format et paniquer et voilà, et être prêt le jour J. Même si ça sera du coup compliqué. Ok. On a fait le tour des questions. Vous pouvez encore nous poser vos questions pendant 2-3 minutes. On reste disponible. En tout cas, sachez que vous allez recevoir le lien du webinaire si vous souhaitez le partager avec, par exemple, des collègues qui n'ont pas pu y assister. Le PowerPoint également. Vous avez nos coordonnées si vous avez des questions. On pourra y répondre directement par téléphone, par mail, que ce soit sur Global Exam ou sur l'arrêté certification. Une question de Laurence Aubert. Et quand l'espagnol est en première langue et seule langue enseignée? C'est un petit peu ce qu'on vient d'expliquer juste avant, c'est que la certification obligatoire concerne l'anglais et il ne concerne pas l'espagnol ou une autre langue, malheureusement, parce que ça aurait été intéressant de certifier son niveau de langue sur une autre langue que l'anglais. Mais du coup, il va falloir proposer à vos étudiants de la préparation pour qu'ils puissent passer un test de langue en anglais, même si la langue ou la première langue est l'espagnol. Oui, là, je vois la motivation des étudiants à qui on va dire qu'il n'y a aucun niveau minimum de requis. Faut pousser sur en fait l'utilité de passer un test et de bénéficier sur son CV d'un bon score, d'un bon niveau. Si on veut faire des expériences à l'étranger, des stages, faut mettre en avant différents aspects et pas seulement la diplomation. Mais c'est sûr que c'est toujours un peu plus compliqué quand on voit un peu plus long terme. Mais pour ceux qui ont des projets personnels et professionnels définis, je ne pense pas que ce soit un vrai souci de les motiver à travailler sur cette certification. Exactement. Est-ce compliqué d'être centre agréé? Non. Sur le site, par exemple,
Je donne un exemple sur ETS. Vous avez une page où vous pouvez inscrire votre demande en renseignant vos besoins, si vous avez le nombre d'étudiants qui sont concernés, sur quel test. Et ensuite, une personne revient vers vous pour vous donner les prochaines étapes. Quelles étapes comment dire, est-ce que vous avez des enseignants qui sont disponibles déjà pour assurer les passages des tests, pour les surveiller, combien d'étudiants vous souhaitez faire passer, est-ce que ça concerne uniquement vos étudiants ou des étudiants des écoles aux alentours? Non, c'est pas compliqué de devenir centre agréé. Ça prend juste un petit peu de temps, mais après, une fois qu'on a agréé, on peut repasser plusieurs fois le test. Donc, des fois, ça peut être intéressant de devenir centre. Aujourd'hui, on accompagne 700 établissements du supérieur et je pense que plus de la moitié sont centres agréés. Et le reste des établissements font passer les étudiants dans des centres de langue, dans des CCI, dans des établissements aux alentours, puisque vous pouvez en fait faire passer vos étudiants dans des écoles, par exemple, d'ingénieurs ou de commerce qui sont également centres de passage. Ça, c'est possible. Quel test faut-il demander vu qu'on ne sait pas encore? On ne sait pas encore, donc il faut attendre la décision de l'État qui arrivera, on espère, prochainement pour assurer un peu tous les étudiants et tous les enseignants de France. Voilà. Ça peut être un test, comme ça peut être passer une certification d'anglais. Donc à ce moment-là, ce sera plus simple pour vous de gérer parce que les établissements qui font déjà passer des tests comme le TOEIC, l'IELTS ou le TOEFL ou LinguaSkill vont continuer sur leur lancée avec leurs habitudes. Et puis, les autres établissements pourront choisir la certification qu'ils préfèrent. Ce serait plus simple comme ça qu'une seule certification qui est imposée. Après, voilà, on verra en fonction des retours de l'État sur ce sujet. Alors, pour les étudiants passant le BTS en 2021, donc qui sont actuellement en deuxième année, si j'ai bien compris, ne sont pas obligés de certifier leur niveau, mais du coup, ce sera les derniers à ne pas avoir cette certification obligatoire. Ceux qui commencent cette année leur première année de BTS vont devoir, en fin de parcours, certifier leur niveau. Donc, si j'ai bien compris. Ok, on n'a plus de questions de notre côté. Ok, super. On a des remerciements. Merci à vous aussi de nous avoir accordé un petit peu de temps. On va vous laisser. N'hésitez pas à nous contacter, comme je l'ai indiqué précédemment, si vous avez des questions, si vous pouvez nous apporter des éléments de réponse, si vous souhaitez plus d'informations sur Global Exam. Et puis, on vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.